Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous, merci, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Alors bienvenue chez vous et bienvenue pour la première d'Avenue Centrale rendez-vous en sciences humaines. Donc bonjour à toutes et bonjour à toutes. Je voulais d'abord faire un point pour signaler que je ne suis pas Alain Faure. Je ressemble un peu à Alain Faure parfois, mais je ne suis pas Alain Faure, donc ne soyez pas trop tristes. Donc bienvenue à Avenue Centrale pour ce troisième rendez-vous en sciences humaines. Je rappelle simplement le principe, une demi-heure de conférence, un quart d'heure d'échange avec vous pour que vous restiez avec nous jusqu'au bout. Mais je sais que vous n'êtes pas là par hasard. Alors aujourd'hui, on reçoit un expert reconnu dans les domaines de l'encodage des textes, des bibliothèques numériques et de la linguistique des corpus, Lou Bernard. Vous avez dirigé les services informatiques de l'université d'Oxford. Vous avez travaillé en France auprès d'un certain nombre d'organismes dont certains ont disparu, je pense à Adonis notamment. Vous partagez avec notre parrain Théodore Zeldin ce lieu un peu mythique de la pensée en Europe et dans le monde qui est Oxford. Moi je dois avouer que quand j'ai entendu ce terme d'humanité numérique, j'ai d'abord trouvé l'assemblage un peu étrange. Alors, certains savent que j'aime bien les hybridations, mais là, humanité et numérique, ça résonnait un petit peu de façon étrange, presque incongrue pour moi. Puis ensuite, en m'intéressant un petit peu à la thématique, en creusant, j'ai constaté que le sujet n'était déjà plus un signal faible, qu'il émergeait, qu'il faisait polémique aussi, puisque polémique il y aura, et c'est tant mieux, échange il y aura. Donc vous êtes une vedette internationale, et en plus vous allez devenir une vedette ici à Grenoble, puisqu'on va avoir un échange et votre nom est déjà signalé dans un document qui circule sous le manteau à l'entrée de la MSH. Alors j'étais rassuré et puis en même temps j'essaie de préparer un petit peu les choses et puis j'ai compris qu'on était revenu au Moyen-Âge, puisqu'à un moment vous signalez ce fait et que l'informatique serait notre latin. Et là, moi... j'en ai perdu un petit peu mon latin. J'ai compris quand même, et vous avez aussi compris en acceptant notre invitation, que votre exposé serait au cœur des questions qu'on aborde ici, puisque vous avancez, une des idées que vous mettez en avant, c'est que les méthodes de sciences humaines et sociales et celles des sciences dures ou dites dures n'étaient finalement pas si éloignées que ça. Alors à vous, Monsieur Bernard, avec un titre étrange qui m'a valu quelques courriels étonnants. Ceci n'est pas une pipe, l'importance de la modélisation pour les humanités numériques. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis très flatté d'être mentionné dans un papier comme ça. C'est la première fois de ma vie. Je vais essayer très rapidement de vous présenter ce que j'ai préparé, mais je dois avouer que je suis toujours surpréparé. D'autant plus que pour venir ici, il faut 4 heures de train de Paris. Donc, j'ai eu beaucoup de temps de réfléchir sur les transparents, de changer ça, d'ajouter ça. Bon, finalement, je vais essayer d'être bref. J'ai mon horloge, je regarde. Bon, le titre que j'avais choisi, sans doute vous connaissez tous ce joli tableau, ce qui a été fait par... le peintre, pour vous rappeler qu'un tableau n'est pas l'objet représenté dans le tableau. Et par exemple, on ne peut pas mettre du tabac là-dedans.
Et c'est pareil pour toutes nos numérisations. Ça. Et il va de ça qu'on a besoin de modéliser la réalité. Ça, c'est le sommaire de cette intervention de tous ces diapos. Mais je l'ai structuré un peu. Après tout, je suis un peu expert dans la structuration. Je l'ai structuré d'abord avec quelques oppositions qu'on fait dans la pensée. Puis je me suis dit, parce que moi, comme vous le voyez, je suis un peu vieux, donc je regarde toujours un peu en arrière et je suis conscient de l'histoire de comment nous sommes arrivés au moment intellectuel où nous vivons à travers plusieurs changements. Et ça, c'est surtout le cas pour ce qu'on appelle de nos jours le Digital Humanities, les humanités numériques, ou en Suisse, les humanités digitales. Et finalement, j'ai quelques remarques à vous consoler de l'arrivée du numérique, qui n'est pas vraiment tellement une tellement mauvaise aventure. Ça peut contribuer un peu à l'avenir des sciences humaines, à mon avis. Bon, ça c'est la structure que j'avais prévue. Et je commence donc avec mes oppositions, qui sont 4. D'abord, la distinction qu'on fait normalement entre les sciences humaines et les sciences dites dures. Ça, c'est une très, très vieille histoire. Vieille histoire, vieille histoire. Vieille histoire, merci. J'ai toujours de problèmes avec les gendres. Alors, les sciences humaines, les sciences dures, il y avait une grande querelle aux années 1960 entre deux intellectuels, au moins un intellectuel, Monsieur Snow et Monsieur Leavis. Leavis, il était professeur de littérature à l'université de Cambridge, et Snow, c'était un scientifique qui a lancé un grand débat dans les médias des années 60 sur le fait que, selon lui, l'ignorance des experts littéraires sur la science, c'était une chose épouvantable, qui ne connaissait rien sur Einstein, sur la relativité, mais qui valorisait plus l'étude des Grecs anciens. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de ce débat, mais il me semble que nous sommes toujours un peu dans la même situation. Et que, autant plus que ce débat entre Snow et Leavis, c'était vraiment, je ne sais pas si c'est un terme français, un rematch, une reprise d'un débat victorien que moi j'associe avec le grand penseur Matthew Arnold sur l'importance de l'art et de la culture. Arnold est l'auteur d'une œuvre très connue, Culture and Anarchy, la culture et l'anarchie. Et là, il plaidoyer vraiment pour l'importance, l'importance des cultures grecques et scientifiques. C'était un sermon qu'il a prêté à Oxford, à Cambridge, en réponse au bishop Wilberforce, qui plaidoyait la même contre. OK. Et ça, c'est une des oppositions où nous sommes toujours, que nous constatons toujours dans nos temps également. Ça continue. Je ne veux pas prendre position, je veux simplement vous indiquer que c'est une très vieille discussion. Deuxième opposition que nous connaissons toujours, que nous éprouvons toujours, c'est l'opposition entre la science pure et l'ingénierie. Okay? Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur l'Internet qui exprimait, comme beaucoup d'autres images qu'on trouve sur l'Internet, peut-être un point de vue un peu américain, un peu technophore, on peut dire. Sans les ingénieurs, la science ne serait que de la philosophie. J'ai des collègues qui seront un peu déçus de voir que dans cette phrase, évidemment, la philosophie, c'est quelque chose à éviter. Mais c'est un point de vue qui existe.
Troisièmement, et là je vais élaborer un peu plus, les textes numériques et les données numériques. Si on regarde bien ce qu'on fait dans l'informatique, dans la recherche informatisée, on peut dire que le traitement informatisé des données concerne effectivement des chiffres, des quantités, des tendances statistiques. Par contre, le traitement informatisé des textes concerne les mots, l'écriture, la langue, en tant que ça. L'informatique, donc, a systématiquement opposé les données au texte. Moi, je plaidoyerais pour un point de vue qui dit que vraiment le texte et les données sont les mêmes choses. On peut regarder les textes comme une sorte de données et les données comme une sorte de texte. Même les données qui sont issues d'une machine dans un labo qui mesure, je ne sais pas quoi, ces données sont quand même susceptibles d'une interprétation. Ils n'existent pas dans un monde, disons, pur, platonique, mathématique. Ils ont les mêmes problèmes d'interprétation et de modélisation que les textes. J'ai exprimé cette idée il y a longtemps à plusieurs reprises. Je ne suis pas le seul à dire. Mais si on regarde, par exemple, au début, dans les années 80, on allait voir que vraiment, vous avez 3 différents types de software, de logiciels. Vous avez des logiciels qui sont très adaptés à traiter les mots. Oui, qui savent tout ce qu'il faut savoir sur les bordures du paragraphe, les phrases, etc. Et par contre, vous avez un autre type de données qui est très adapté pour faire l'indexage, pour créer des lexiques, etc. Et finalement, vous avez des logiciels qui traitent le texte comme représentatif de données, des intentions qui ressort des données, des textes. Et ce qui est intéressant de nos jours, c'est que maintenant nous avons des technologies, notamment le XML, qui nous permettent de franchir ces frontières, qui nous permettent donc de regarder un texte en même temps comme un document linguistique et comme un ensemble de propositions sur le monde réel et comme un ensemble comme une image, comme quelque chose graphique qu'on peut regarder sur un écran. Ma troisième opposition, et là j'ai beau chercher une traduction parfaite, ma quatrième, c'est entre la lecture rapprochée et la lecture à distance. Alors, en France, vous avez depuis longtemps, depuis le temps de Lançon, vous avez une tradition d'explication de texte qui consiste à une focalisation surtout sur les mots, le contexte, le savoir qu'on apporte si on est expert dans ce domaine sur un texte. Normalement, sur un nombre très restreint de documents ou de textes ou d'œuvres. Le concept d'œuvre appartient, dans ma tête au moins, à ce concept de texte comme une chose très précieuse qu'il faut regarder de près pour faire une explication aux ignorants qui ne connaissent pas les beautés des textes. Moi, j'étais né dans cette tradition, donc je favorise un peu. Actuellement, par contre, dans les départements de littérature, surtout aux États-Unis, mais pas uniquement là-bas, cette vision de ce que c'est que la lecture est opposée à des méthodes statistiques qui visent la contrôle, la compréhension de milliers, de millions de documents numérisés. Ça, c'est le concept de distant reading
comment traiter 1 million de livres? Évidemment, on ne peut pas se mettre à les lire. Il faut se servir d'autres outils pour avoir une compréhension de tout cela. Mais, comme souvent dans le monde scientifique, on fait une opposition pour préciser, pour diviser un peu la conscience. À mon avis, c'est mieux d'essayer de profiter de tous les deux pour dire que ma lecture proche peut être valorisée, peut être augmentée par ma compréhension que j'ai gagnée à distance. Maintenant, j'ai quelques remarques sur les textes numérisés, les e-books, mais je vois que l'écran n'est guère lisible. C'est vrai, je suis désolé, mais d'abord j'ai une petite plaisanterie. Vous voyez à gauche, bon, vous ne voyez pas, mais à gauche, vous avez la version TEI du début du poème que vous voyez à droite. Et ce que vous voyez à droite, c'est une saisie d'écran ou une image d'une page sur un iPad. Et ce qui m'intrigue dans cela, et ça, vous pouvez le voir, vous voyez à droite, il y a plusieurs lignes verticales qui ont été mises sur l'écran pour simuler un livre. Mais ce n'est pas un livre, c'est une tablette. Je suis en train de lire sur une tablette. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un geste dans ce logiciel pour simuler un livre. Ce n'est pas très bien fait parce que le quantité de lignes verticales ne change pas. Je peux continuer de lire dans le texte, je suis toujours au début. Peut-être c'était ça l'idée du dessinateur, je ne sais pas. Alors, les textes numériques se présentent comme des livres imprimés. Mais c'est une métaphore, c'est une image, c'est vraiment, c'est pas vrai. Et moi, je dirais qu'on numérise les textes. Pour faire cela, il faut un grand effort. Ce n'est pas très simple de numériser les textes. Et on ne le fait pas simplement pour le plaisir de les distribuer, pour les relire de la manière où on pourrait les relire dans la version originelle. La question qui s'impose pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire davantage avec un texte numérisé qu'on ne peut pas faire avec un texte non numérisé. Et ça, c'est l'essentiel. Parce que le numérique, quoi que vous en pensez, le numérique reste incontournable. Il est partout dans la vie. Même les objets de recherche des SHS sont devenus numériques. Si vous êtes intéressé par les auteurs contemporains, tous, ils ont leur word processor, tous, ils vont créer non plus des carnets, non plus des manuscrits, ils vont créer des traces de leur œuvre sous support numérisé. Et donc, il va falloir maîtriser cette technologie dans exactement la même manière qu'il y a quelques décennies, il fallait comprendre disons, le processus de l'imprimerie au 19e. Mais maintenant, ce n'est plus question de l'imprimerie en métal, c'est l'imprimerie numérique. Donc, il faut le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les méthodes donc, des SHS ne peuvent pas échapper à cet environnement technologique. On n'a pas la liberté de dire moi, je vais partir en Patagonie, je ne vais pas regarder ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est l'objectif des sciences humaines, c'est de regarder ce qui passe dans le monde. C'est de critiquer ce qui se passe dans le monde. Alors, les questions politiques et culturelles qui englobent l'accès au monde numérique, bien sûr, il existe. Et on a des possibilités de faire de bonne manière et de mauvaise. Par exemple, je prends un contexte très, très signifiant pour les humanités numériques, c'est le concept de l'open access. Si tout ce qui est produit dans le monde scientifique est numérisé, tant mieux, on peut faire des choses avec. Mais si tout est enfermé derrière ce qu'on appelle en anglais un paywall, un mur,
qui empêche l'accès pour ceux qui n'ont pas cotisé la maison d'édition ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est une autre question. Bon, ça c'est comme préambule. Alors, comment nous sommes arrivés à ce point dans l'histoire? Et là, je vais très rapidement dans l'histoire. Première étape que moi j'ai connue sous le nom de Literary and Linguistic Computing. Ben, je ne sais pas quelle est la traduction française, mais je parle des années, la période de 30 ans jusqu'à 10 ans. J'ai choisi comme terminus 1980, mais c'est un peu arbitraire. À cette époque-là, l'ordinateur, c'est une immense machine, très, très, très coûteuse et donc partagée. Et aussi, c'est géré par des ingénieurs très sérieux, des personnes très sérieuses, normalement en blouse blanche. Et la manière où on s'en la manière où on se servait de cette machine était tout à fait différente que ce que je fais normalement maintenant. On lance des travaux en batch, qu'on dit. Les travaux sont transmis à une file d'attente et puis ils sont exécutés pour produire des sorties imprimées sur papier. C'était tout à fait différent de la manière où on travaille maintenant, où on fait un essai, on considère le résultat, on fait encore un essai, etc. La question qui s'impose, c'est qu'est-ce qu'il faisait avec cette bizarre machine, avec ces machines tellement difficiles et lourdes à l'époque? Qu'est-ce qu'il faisait donc? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce genre de machine? Et si on regarde les pionniers, j'ai choisi à hasard quelques-uns qui pour moi sont très signifiants. D'abord, comme tout le monde dans ce domaine, je propose les travaux de Roberto Busa, jésuite, qui a travaillé qui était obsédé par la lexique du saint Thomas Aquin. Et depuis les années 50, il a commencé une investigation de son lexique, aidé par, au début, des cartes perforées, ensuite par des machines beaucoup plus performantes en Italie, qui a fait sortir en 1975 son Thomas Aquinatus Opera Omnia cum Hypertextibus, un joli mot latin, sur CD-ROM, et qui est toujours disponible. Si vous avez le temps de suivre ce lien, je vous conseille. C'est impressionnant comme une investigation linguistique d'un grand corpus très signifiant. Ça, c'est un des pionniers. Deuxièmement, et très signifiant, aux États-Unis, on voit le premier corpus langagière à Brown University de Kuchera et Francis, dérivé d'un corpus de 1 million de mots. 1 million de mots! Incroyable à l'époque. En 1968, pas tellement connu, ce qui me surprend, c'est les travaux de Maurice Tournier, ici en France, et d'autres, au labo de Saint-Cloud, qui travaillaient sur une analyse statistique des documents politiques, c'est-à-dire les éphémères, les pamphlets comme ça, qui apparaissaient dans les événements de 68, mais qu'ils ont soumis ces pamphlets à une analyse lexique pour retrouver des groupements de concepts qu'ils voyaient sortir de leur usage, de leur lexique. Et en fin de compte, même dans l'époque 70, il y avait déjà des gens qui travaillaient avec l'ordinateur comme un système de production, de concordance, de textes originaires beaucoup plus gérables, beaucoup plus fiables que les textes imprimés. Et ce qu'on voit dans cette première période, c'est que vraiment, ce qui compte, c'est de compter. En anglais, c'est un computer. C'est une machine qui compte. En français, c'est un ordinateur, une machine qui met en ordre. Mais c'est la même chose, effectivement.
Donc, les objets et les résultats principaux sont des concordances, sont des statistiques. Et il arrive de ça qu'il y a une hypothèse qui n'est pas toujours très explicite, que le style, le registre, comme l'octorialité d'un ensemble de documents, soit identifiable de manière statistique. Parce que tout ce qu'on a dans les documents, c'est les mots. Donc, si on peut regarder les mots, tracer leur fréquence, ça devrait nous rendre des informations, disons, indiscutables sur, par exemple, ces propriétés qu'un lecteur apporte dans sa lecture. Par exemple, l'autorité, l'auteur, le style, etc. C'est une question intéressante. Mais le problème, c'est que les modèles statistiques sous-jacents de ce fonctionnement de langue, si c'est vraiment cela, n'ont pas tellement avancé à cette période. Mais maintenant, ces méthodes-là, ils ont évolué. Surtout, en effet, ici en France, il y a une grande tradition de ce qu'on appelle de nos jours la textométrie, qui est basée sur l'analyse factorielle, la fouille de données. Et là, je cite un projet très intéressant, tout près d'ici, à l'école normale à Lyon, qui sont en train, là où ils ont déjà fait, en effet, un logiciel très performant pour faire l'analyse de ce type. Et ce qui valorise peut-être, c'est en train d'être réinventé aux États-Unis. Parce que là, vraiment, on est confronté par le problème de, comme l'a évoqué Gregory Crane, « What can you do with 1 million books ?» Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez numérisé, comme Google a fait, comme d'autres personnes ont fait, tout l'ensemble de la littérature produite jusqu'au début du XXIe siècle, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Il nous faut une synthèse de méthodes, basée par exemple sur les traditions de linguistique de corpus, sur les statistiques de co-occurrence non paramétriques, sur ce qu'on appelle le topic modeling, et finalement, pour comprendre les résultats, il nous faut des outils de visualisation. Je ne suis pas convaincu que tout cela, c'est vraiment neuf, vraiment nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la mise ensemble de ces méthodes pour créer vraiment des meilleures manières de gérer cette complexité, ces richesses qui sont maintenant disponibles. J'arrive aux deuxième période, the Humanities Computing, dans les années 80, qui pour moi c'était une décennie d'une foi illimitée dans les technologies, où les ressources et les méthodes numériques, bien que perçues comme étranges, comme difficiles, s'installent partout. À cette même époque, il y avait un financement public important pour ces activités. Mais je passe dans les détails, parce qu'il y a d'autres choses très importantes qui se sont produites aux années 80. D'abord, ce que les Allemands appellent le Quellenkritik, c'est-à-dire la critique des sources, devient très signifiant dans les sciences historiques, les sciences d'histoire. Et je cite le cas de Jean-Philippe Jeunet à Paris, qui ont proposé que finalement c'était temps de considérer comment gérer des grandes bases de textes numérisées pour servir à créer, à formuler des hypothèses sur l'histoire, qui a été systématisé en Allemagne par plusieurs personnes, notamment Manfred Thaler. Alors Thaler a lancé un défi très intéressant. Si Humanities Computing, c'est mes 5 minutes? D'accord. OK. Où est la théorie de Humanities Computing? Moi, je propose, la théorie, c'est la modélisation. J'espère que vous voyez bien l'image, ce que je trouve fascinant. Peut-être c'est l'effet de 4 heures sur un train, mais je regarde ça et je me dis, ben voilà, il y a une image qui contient une image qui contient un arbre. Non, c'est une image.
Et c'est comme ça qu'on travaille dans les humanités tout le temps, dans les sciences humaines. Vous connaissez tous la théorie, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, j'espère, mais je vais quand même. D'origine, c'était une réponse au problème posé par l'incohérence des formats, la manque de standards dans ces documents qu'on était en train de numériser. Mais elle est devenue un seul modèle encyclopédique. Et ce qui est très intéressant, c'est la première fois, à mon avis, que tous les tribus de la communauté scientifique des SHS s'est mis ensemble pour débattre, pour créer une modélisation plus ou moins complète des objets qui leur intéressaient. Voici quelques exemplaires des objets qui leur intéressaient et une présentation théorique. Bon, maintenant, où en sommes-nous maintenant? Pendant que nous théorisions, le web est arrivé, le tournant numérique transforme les archives, les humanités numériques sont partout, comme M. Jourdain, tout le monde fait le Digital Humanities sans le savoir. Vous avez tous des ordinateurs, je vois partout. Et donc, le vrai défi pour nous maintenant, c'est de profiter. Comment profiter de l'énormité des données qui sont disponibles, qui sont, comme vous voyez dans cette vision de l'avenir, maintenant, on a la connexion directe sur tout cet ensemble de données. La transition de l'étude de l'œuvre, le close reading, vers l'étude du contexte reste problématique, mais il est essentiel. Donc, j'arrive à mes conclusions. Quel est ce bruit dans la bibliothèque numérique? C'est le titre d'un article. Traiter un texte, comme j'ai dit tout au début, c'est plus que le lire, c'est plus que l'annoter, c'est plus que l'associer avec d'autres textes. Il s'agit d'une exposé de la structuration du texte qui nous permettra, dans un monde où ce texte sera numérisé avec tous les autres, de permettre des échanges entre les livres, sans intermédiaire. Les livres dont la bibliothèque saura comment parler entre eux. Comment l'effectuer, cette démarche? Ben, voilà ce qu'il faut. Ça nous permettra de repenser un peu ce que c'est que l'édition numérique à un objet qui n'est pas vraiment un livre et qui n'est pas vraiment un archive, mais quelque chose entre les deux. Bon. Et ça, à mon avis, c'est un rôle majeur pour les SHS. Pourquoi? Parce que nous, les scientifiques des SHS, nous comprenons vraiment ce que c'est qu'un objet textuel. Nous comprenons de quelle manière nous posons des questions comme de quelle manière se présente ce discours. Quelles sont les histoires qui sont racontées par ce discours? Et nous connaissons ce que c'est que l'herméneutique, qui nous permet de dire avec un degré de confiance quelle est la portée de ce discours, qu'est-ce qu'il veut dire et surtout qu'est-ce qu'il ne dit pas. Ce qui est le plus intéressant souvent dans les textes littéraires. Et ça, à mon avis, sera notre contribution au web sémantique. Merci beaucoup de votre attention et voilà les pubs.